Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas, Maud Koffler. Un mois après le début des frappes américano-israéliennes contre l'Iran, Washington envisage toujours d'envoyer des troupes au sol. L'Iran s'y prépare, mais vu de loin, cette décision ressemblerait presque à une opération kamikaze. Pourquoi Donald Trump s'est-il embarqué dans cette guerre et jusqu'où va-t-il aller? On en parle avec Nicolas Conquer, fondateur du think tank excusez-moi Nicolas Conquer, et auteur de Vers un Trump français paru aux éditions Fayard. Bonjour Nicolas. Bonjour Maud. Bonjour Nicolas Conquer, merci d'être en direct sur Sud Radio. D'abord, vous n'êtes plus porte-parole de Republican Overseas. Vous n'êtes pas fâché avec eux? Eh bien, effectivement, avec la sortie de mon livre, non, c'est la continuité. J'ai acté un peu ce changement de positionnement après un mandat plus institutionnel, désormais plus dans la stratégie éditoriale et avec une intellectualisation pour raffermir des liens entre la France et les États-Unis en cette année de la déclaration d'indépendance. C'est ô combien précieux et nécessaire quand on voit à quel point dans les médias dominants, et pas chez vous heureusement, on tombe à bras raccourcis sur les États-Unis, sur Trump et tout ce qui va avec. Je pense que c'est le moment de raffermir ce lien historique qui n'a peut-être pas encore révéler toute sa force et peut-être tout son mystère. Bon, alors on est très content de vous avoir, parce qu'on a besoin d'être rassuré, Nicolas Conquer. D'abord, je vois sur tous les médias, les portefeuilles boursiers des journalistes sont à la baisse en ce moment. Il y a des indications économiques, le carburant coûte très très cher, et on est en train de payer déjà, ce qui est normal quand il y a un conflit international, il y a un impact. À plus forte raison si ce conflit se situe dans un endroit où il y a une production pétrolière et puis un détroit qui permet aux pétroliers de passer ou pas passer. La question est la suivante. Est-ce que le président des États-Unis et le gouvernement des États-Unis ont un plan bien précis, maîtrisent la situation et savent où ils font, ou se sont-ils précipités à la suite de l'initiative de Benyamin Netanyahou, qui le premier a bombardé Téhéran? Le président Trump s'est senti dans l'obligation, ou s'est trouvé dans l'obligation d'accompagner le gouvernement israélien dans cette offensive, et aujourd'hui on est au milieu du gué et on ne sait pas exactement où on en est. On hésite entre intervention au sol, pas intervention au sol. Est-ce qu'il y a du flou? Répondez-moi sincèrement, c'est le parlons vrai. Est-ce qu'il y a du flou, un peu de flou, qui pourrait être normal à Washington et au Pentagone, ou est-ce que, comme on dit, all is sous contrôle, ou tout est sous contrôle? Alors, pour le début de votre question, c'est que je pense pas qu'il y ait de précipitation, et je pense pas aussi que qui que ce soit n'impose son rythme et son agenda à Donald Trump. Vous vous rappelez, 6 mois en arrière, ou maintenant il y a 9 mois, il y avait l'opération Midnight Hammer, le marteau de minuit, lorsque Donald Trump a mis fin à la guerre des 12 jours avec le bombardement des sites nucléaires militaires iraniens, avec les bombardiers qui ont pu mettre fin de manière décisive, peut-être pas au goût de Netanyahou, mais en tout cas ça a permis de désescalader cette menace nucléaire. Et ensuite, cette intervention qui est menée conjointement entre Israël et les États-Unis, elle est faite dans un timing qui permet surtout de libérer en fait l'oppression du peuple iranien, où les morts civiles se comptaient en dizaines de milliers. On parle de 30 000 à 40 000 morts. Et cette intervention, elle se produit à un moment où l'Iran est particulièrement affaibli par ses proxys qui ont été éradiqués. Le Hamas a été complètement, quasiment mis hors d'état de nuire. Les Houthis sont en train de se raviver, mais en tout cas, il y a un opportunisme géopolitique et une fenêtre qui était à saisir. Maintenant, sur ce qui est dit en Washington, alors moi je vais pas pouvoir parler de Washington, mais je reviens de Dallas où j'étais pour la grand-messe conservatrice qui s'appelle la CPAC, sur laquelle, effectivement, je vais pas vous cacher qu'il peut y avoir des divisions au sein du mouvement MAGA entre ceux qui seraient les évangélistes et le lobby pro-israélien qui sont pour finish the job. Ils veulent aller jusqu'au bout de cette opération plutôt que de dire, tiens, on fait un deal et on revient dans 6 mois ou dans 6 ans ou peut-être dans 20 ans où on aura une guerre plus importante, et ceux qui sont plus sur une ligne, on va dire, plus isolationniste ou plus sceptique par rapport à une intervention armée boots on the ground qui pourrait créer un enlisement, et qui sont plus pour une position plus sceptique par rapport au fait que les Américains sont peut-être pas prêts à subir une situation comme on avait durant la guerre du Vietnam ou Iwo Jima durant la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a une fracture qui s'opère, mais en tout cas il y avait le fils du Shah d'Iran, Reza Pahlavi, qui était présent, et je peux vous assurer que j'ai jamais vu une énergie et une innovation pareille par le fait qu'il pourrait apporter une alternative du moins stratégique et proche, alignée avec l'agenda américain, et stabiliser cette région que serait l'Iran, débarrassé du régime des mollahs et des gardiens de la révolution.
Il est vrai que les gens qui ont porté les mollahs au pouvoir en chassant le Shah d'Iran en 1979, aujourd'hui, disent finalement c'est Reza Pahlavi qui serait la solution. Tout ça relève de beaucoup d'incohérences quand même. Est-ce que pour autant, Nicolas Conquer, on a sous-estimé la capacité d'Iran à réagir? Ça, admettons, 90 millions d'habitants, puissance quasiment nucléaire avec un arsenal militaire extrêmement sophistiqué. Non, le point qui surprend le plus, alors que les États-Unis c'est la meilleure armée du monde, avec des stratèges, avec des tacticiens de haut niveau, comment n'a-t-on pas vu venir qu'au niveau du détroit d'Ormuz, l'Iran pouvait fermer ou ouvrir le verrou? Est-ce qu'il n'y a pas eu une sous-estimation de la capacité de l'Iran à contrôler le détroit d'Ormuz, qui est un passage obligé? Ça, c'est voilà. Est-ce qu'on n'aurait pas dû commencer peut-être par s'assurer du libre passage dans cet endroit du monde? Bien sûr, mais il faut voir les choses par ordre de menace. Effectivement, il y a le commerce et le transport de pétrole qui peut se faire par les détroits, mais il y a surtout la menace des missiles balistiques. On l'a vu, des missiles iraniens qui ont été tirés jusqu'à 2500 km sur des bases militaires dans l'océan Indien, qui pourraient viser l'Europe. Qui pourrait potentiellement viser l'Europe, jusqu'à même potentiellement la France. Donc on voit des menaces qu'on n'identifiait pas avant, et il convenait de les neutraliser au préalable. Ensuite, en ce qui concerne l'organisation du régime iranien, il a été structuré, il est prêt pour faire face à cette menace. Et donc ils ont un système très décentralisé. On l'a vu dès les premières frappes le premier jour. Ils ont abattu donc le guide suprême et 40 dirigeants au sommet de l'administration. Mais il y a à peu près 30 districts militaires qui sont vraiment très décentralisés. C'est-à-dire que ils sont en mesure d'agir de manière autonome et de faire face à un commandement qui serait rompu. Donc ils sont aussi fanatisés par le sang, ce qui d'ailleurs peut répondre à la stratégie d'éradiquer les leaders les uns après les autres. Est-ce que vous ne renforcez pas leur détermination? Mais de fait, ça serait une aberration de considérer que le risque de verrou sur le détroit d'Ormuz n'aurait pas été identifié, notamment sur le fait que à l'heure actuelle le passage est réduit, mais il s'opère quand même. On nous avait parlé du fait qu'il puisse être miné. Ça serait le pire suicide économique que réaliserait l'Iran et ses partenaires que sont le Pakistan, le Sultanat d'Oman. Il laisse passer les amis quand même. Il laisse passer leurs amis, moyennant un petit péage. Ouais, c'est ça, et la Chine aussi également. Mais ce qu'il faut noter, c'est que l'assureur historique du détroit d'Ormuz, la banque Lloyds, qui fait ça depuis 150 ans, désormais eux-mêmes ont arrêté de couvrir en fait tous ces pétroliers, et qu'il y a vraiment des nécessités à apporter, des garanties pour que le trafic reprenne. Alors certes, la menace viendra pas forcément de mines, qui est particulièrement dangereuse, mais peut-être de drones, et il y a un lieu de pouvoir apporter une sécurisation, et je pense que c'est un effort conjoint qui doit se faire entre les différentes puissances de l'OTAN et les principaux bénéficiaires de cette zone pétrolière. Il en va en fait déjà de la stabilité économique mondiale et également de la capacité à reprendre le contrôle sur ce carrefour stratégique et de conduire aussi à un changement de régime, car rappelons-le, c'est rien de moins que ce qu'on peut attendre aujourd'hui. On peut plus conduire de deal avec les gouvernants actuels. Ils sont trop fanatisés et ils sont pas du tout des interlocuteurs rationnels avec lesquels on peut espérer avoir une paix durable. Alors Nicolas Conquer, justement, c'est à ça que je voulais venir. Nous avons aujourd'hui la quasi-certitude que ce ne sont pas ni des missiles ni des drones qui vont faire tomber le régime des mollahs, qui est beaucoup plus enraciné, organisé que l'on pensait. On le savait, mais on a pu penser que de décapiter le sommet, l'hydre, les têtes n'allaient pas repousser, l'hydre repousse. Donc si la solution balistique n'est pas la solution, est-ce qu'il va falloir envisager sérieusement d'une intervention au sol? Sous quelle forme? Est-ce que ça peut être juste l'île de Karg ou le détroit d'Ormuz? Ou est-ce qu'on peut envisager une prolongement de la guerre jusqu'à que ce régime tombe et que le président Trump et le gouvernement américain sont prêts à mettre tous les moyens militaires disponibles pour faire tomber le régime? Est-ce qu'on peut envisager aussi cette option? Alors je pense qu'à ce stade, toutes les options elles sont sur la table. Derrière, il faut bien avoir conscience qu'on va pas être dans un renouvellement du scénario de 2003 pendant la guerre d'Irak. En 2003, c'est près de 200 000 hommes qui sont déployés. Là, au mieux, on parlerait de forces spéciales, mais ça aurait un coût humain considérable et potentiellement des images chocs auxquelles on n'est pas prêt à soutenir ce traumatisme-là. L'Iran n'est pas l'Irak. L'Iran n'est pas l'Irak, vous en convenez. D'une part, tant dans la taille, mais aussi par rapport à la mentalité et la doctrine militaire des Américains n'est pas celle du début des années 2000. Ils ont tiré les enseignements des erreurs commises par les néoconservateurs. Et j'en tiens pour exemple une prise de parole qui a été sans doute la plus bouleversante que j'ai entendue à la CIPAC à Dallas, d'où je reviens, où c'est Eric Prince, et je sais pas si ce nom vous est familier, mais c'était donc l'ex-fondateur de Blackwater. C'est celui qui gérait en gros les contracteurs, les mercenaires qui venaient soutenir les forces conventionnelles pendant l'Irak et l'Afghanistan. Donc il sait un peu de quoi il parle. Et lui, il a vraiment initialement déconseillé à Trump de le faire.
ils partageaient pas l'optimisme de l'administration parce que reprendre l'île de Lkarg, ça suppose déjà traverser tout le détroit, c'est particulièrement risqué et donc ça pourrait coûter un sang de américain considérable et que les Iraniens sont vraiment dans une logique où ils sont prêts à tout brûler et dans ce sens que quand bien même on parle d'une petite île à les récupérer, même avec des forces spéciales aéroportées, enfin ça semble vraiment être une opération qui semble démesurée et que il faut évidemment trouver peut-être conjointement avec d'autres efforts arriver à faire tomber le régime sans pour autant engager les forces dans ce qui paraît être une opération pas suicide mais extrêmement risquée. Alors Nicolas Conquer, justement, on y vient également. Le président Trump a considéré qu'il n'avait pas vraiment eu le soutien des pays européens. Il a parlé même d'ingratitude de la part de ceux qui sont contents d'avoir la protection américaine. Et là, il aurait attendu au niveau de ce, je l'ai appelé la deuxième guerre du Golfe parce que géographiquement c'est bien la guerre du Golfe. Que penser de cette observation du président des États-Unis qui trouve que les alliés qui auraient dû être à ses côtés dans cette épreuve n'y sont pas et que donc si un jour il y a un problème, qu'on ne compte pas sur lui pour venir aider l'Europe puisque là, elle ne se manifeste pas à ses côtés pour soutenir sa guerre contre l'Iran. Si je puis permettre, cher Perico, il y a déjà eu 2 guerres du Golfe et ça pourrait être la 3e qu'on pourrait caractériser comme telle. Exact, c'est la 3e. Non, c'est vous qui avez raison, c'est la 3e guerre du Golfe. L'effort des puissances européennes, c'était notamment un soutien notamment pour des spécialisations qu'avaient les Belges, les Anglais, les Français pour les destroyers de mines. Et ça aurait été une volonté de participer conjointement à quelque chose dont on bénéficie et sur lequel on aurait pu apporter une force. Alors est-ce qu'on est lâche ? Est-ce que nous sommes des lâches ? De fait, il faut savoir ce que l'on veut. On a eu beaucoup de dénonciations du régime iranien qui massacrait son peuple dans les rues et sur lesquels il faut les libérer. Mais je pense qu'on peut plus se contenter de déclarations. Désormais, il faut mettre du skin in the game. Malheureusement, effectivement, la paix par la puissance, la doctrine prônée par Donald Trump, elle passe par une démonstration de puissance. Et là, on a la possibilité de se rejoindre conjointement. Rappelons que aux frontières de l'Europe, le conflit avec l'invasion ukrainienne par la Russie s'est joué notamment grâce est soutenu depuis 4 ans par le renseignement américain, par l'arsenal militaire américain, et que on se doit de prêter main forte parce que c'est pas une question américaine dont il est question, c'est vraiment un enjeu de stabilité régionale et on l'a vu dernièrement. Désolé de le rappeler, mais les missiles balistiques iraniens peuvent aller viser jusqu'à 3000 km. Donc je veux pas être un marchand de peur, mais il faut vraiment avoir conscience dans quelle optique se situe ce régime qui est fanatisé par le sang et qui a tiré sur plus de pays que Israël ne l'a jamais fait durant 70 ans et qui nous montre qu'aujourd'hui il y a une volonté, il faut arriver à mettre à main faire renverser ce régime. Il est plus que temps. Dossier à suivre, Nicolas Conquer, et nous ferons appel à vos connaissances pour essayer d'éclaircir la situation. Merci d'avoir été en direct sur Sud Radio. Vous restez avec nous, je reçois Frédéric Dan et Frédéric